Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des analyses, des critiques et des commentaires. Alors ce dimanche, 4 sujets sont au menu. Il s'agit donc de la crise de l'éducation. Deuxième sujet, donc les décisions du dernier Conseil des ministres, notamment l'assurance maladie et le statut du personnel des douanes. Nous parlerons également de l'élimination des étalons locaux au championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Et enfin, nous allons parler de l'investiture de George Weah comme président du Libéria et ses chances donc de réussir sa présidence, donc son mandat. Alors autour de la table, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Il s'agit de Boukari Woba de Mutation. Bonjour Woba. Bonjour Sagnon. Nous avons avec nous Yacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour Yacinthe. Bonjour Aboka. Alors autour de la table également, Paul Miki Rwamba de Waga FM. Bonjour. Bonjour Sagnon et bonjour à tous. Et nous avons également avec nous Kunjoro Gabriel Kambou de Afrique Femme TV. Bonjour. Bonjour. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors vous l'avez appris peut-être très tard dans la nuit, très tôt ce matin, après d'intenses négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Donc un accord a été finalement trouvé. Alors c'est un ouf de soulagement pour les acteurs du monde de l'éducation. L'année scolaire va peut-être être sauvée. Alors quels commentaires vous inspirent donc la signature de cet accord? Woba. C'est un ouf pour tous les Burkinabés. Je pourrais dire que ce soit les enseignants, que ce soit le gouvernement, à commencer par le Premier ministre lui-même qui avait finalement pris à bras le corps cette question, les parents des enfants et les enfants eux-mêmes qui se sont beaucoup exprimés ces derniers temps, et nous aussi les journalistes, parce qu'on est finalement fatigués de parler de cette question. On espère que peut-être ça va être une des rares fois qu'on convoque ce sujet-là à débat de presse. Je pense que c'est enfin une bonne chose, parce que dans tous les cas, il fallait une solution. La crise, elle a beaucoup duré, les positions étaient assez tranchées. À un certain moment, donc il a fallu même qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent s'ajouter au débat. Je pense que quelque part, ça a peut-être contribué sans doute à pouvoir trouver cet accord-là qui a été signé très tard dans la nuit, pour ne pas dire peut-être très tôt ce matin, parce qu'il semble que la poignée de main, c'est précisément à 0 heure que le Premier ministre et puis le responsable de la coordination des syndicats se sont serrés la main. Donc enfin, c'est une bonne chose. Maintenant, là, ce n'est qu'un accord qui est signé. Parce qu'il faut le dire clairement, tout le reste, c'est la mise en œuvre d'un tel accord. J'ai entendu le responsable du syndicat dire que le mot d'ordre de grève est complètement levé. Je pourrais dire que c'est pratiquement une première, parce que les syndicats ne lèvent pratiquement jamais un mot d'ordre, surtout lorsqu'on est en négociation comme ça. On dit le mot d'ordre est suspendu, mais cette fois-ci, il a dit clairement, d'après ce que moi j'ai bien entendu, le mot d'ordre il est levé, et si c'est le cas, c'est tant mieux. Donc on attend tous de voir la mise en œuvre effective de cet accord-là qui a été signé, et dont d'ailleurs on n'est pas encore au courant du contenu de cet accord, et ça aussi il va falloir s'activer à mettre ça sur la place publique. Oui, je crois que côté syndicat, on annonce donc une conférence de presse ou une AG, en tout cas le lundi, à partir de 11 h à la Bourse du Travail. Alors Yacinthe, quelle analyse vous faites finalement de ce dénouement, si on peut le dire, de cette crise? C'est un véritable dénouement, c'est le mot ici. On a
Pendant 4 mois, on était suspendu donc, aux grèves et sit-in qui minaient un peu le secteur éducatif, avec tout ce qu'il y a eu aussi comme débordement dans certaines localités. Et on attendait toujours que la fumée blanche apparaisse au-dessus de la primature. Hier, aux environs de minuit, en tout cas, on a pu avoir cette fumée blanche. Il faut s'en réjouir. Je pense que les acteurs, en tout cas, ont dit que les cours vont reprendre dès lundi. Les mots d'ordre ont été suspendus. C'est tout ce qu'on attendait. Maintenant, pour moi, ce qui reste encore, en tout cas, comme un os dans l'accord, c'est le fait qu'il n'y ait pas de transparence autour du protocole d'accord. On ne sait pas sur quel point ils se sont entendus. Le coordinateur des syndicats de l'éducation, Wanyam Zongolun, dit qu'ils ne sont pas satisfaits à 100%. Mais sur les 4 points principaux, ils ont eu en tout cas des avancées. Point. Alors, on sait que les enseignants demandaient une certaine révalorisation de leur statut, de meilleures conditions de vie et de travail. Qu'est-ce qu'ils ont eu exactement? Personne n'ose le dire aujourd'hui, ni les syndicats, ni les membres du gouvernement. Le Premier ministre s'est contenté de se réjouir de ce sursaut patriotique donc, qui a prévalu et de que leurs enfants puissent repartir donc, à l'école. Oui. Les invités de dernière minute à la table, et qui pour moi n'avaient pas leur place aussi sur cette table-là, les coutumiers et les religieux, ainsi que les parents d'élèves, eux aussi se prévalent de leurs droits de réserve. Personne ne veut dire en fait qu'est-ce qu'on a finalement arrêté avec les enseignants. Mais où est-ce qu'on va? Parce que les différentes parties se sont données jusqu'au 31 janvier pour la normalisation. Si au 31 janvier, ce n'est pas fait, qu'est-ce qu'on dira alors au peuple? Sur quel point on ne s'est pas entendu? Je pense que sur ces genres de points, il faut finir avec cette espèce de mouta-mouta, il n'y a pas de terme pour désigner ces genres d'accords signés. On a vu le cas aussi avec les financiers à l'époque. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un blocage plus tard, on ne peut plus être assez efficient. Je pense que lorsqu'on a suivi une crise comme ça et qu'on a un dénouement, il faut clairement donner les différents points d'accord à tout le monde, étant donné que c'est quelque part le citoyen même qui paye. D'accord. Alors, Yacine vient de dire quelque chose concernant les coutumiers et religieux qui ont été associés. Hein. Alors, est-ce que vous partagez son avis lorsqu'il dit, par exemple, qu'il pense qu'ils n'avaient pas leur place donc, à cette tribune? Oui, Kambou. Oui, je suis d'avis avec lui. Nous sommes dans une république avec quand même un gouvernement qui a été élu, et donc, je ne sais pas sur quelle base les coutumiers ont négocié. Parce qu'il n'y a pas de plateforme revendicative dans nos coutumes. Ça veut dire, pour moi, j'ai dit, c'est un aveu d'impuissance de l'État. Parce que si vous n'arrivez pas à vous entendre avec un syndicat, et il a fallu recourir aux coutumiers, je ne sais pas si les coutumiers sont venus avec des sacs d'argent, et ce qui a permis, parce que si l'on suit le Premier ministre, il a bien dit, c'est sur la base des statistiques ou d'éléments vérifiables qu'il a dit que ce n'est pas possible de le faire parce que nous dépassons la barre prévue pour ce qui concerne les salaires. Donc, est-ce que les coutumiers sont venus résoudre ça par la magie ou bien qu'est-ce qui s'est passé et puis finalement ils se sont entendus ou bien les coutumiers sont venus sermonner les syndicats pour qu'ils puissent revoir leur position, ainsi de suite. Et comme il l'a dit, ce secret qui est cultivé autour de ce qui a été convenu n'est pas bien, n'est pas élégant, parce que quand ça ne va pas, on expose tout à la face du citoyen burkinabé. Donc quand vous vous entendez aussi, il est bien que nous puissions savoir. Hier, vous avez dit que voilà ce que vous réclamez parce que vous n'êtes pas dans les conditions pour travailler. Aujourd'hui, voilà à quoi on est parvenu. Pour que nous, on puisse savoir si effectivement vous avez demandé 2, on vous a donné 0,50 ou bien 1, qu'on puisse apprécier aussi. Parce que nous tous, nous avons été affectés par cette grève pendant 4 mois. C'est inquiétant. Donc, si vous parvenez à un accord, il est souhaitable que cet accord-là soit rendu public. Mais quand le syndicat sort dit, bon, on s'est entendu, et le gouvernement, même chose, les coutumiers aussi, personne ne parle. Bon, demain, quand cet accord ne sera pas respecté, vous allez revenir encore
devant les gens pour dire, ah, on s'est entendu hier. Non, mais nous, vous ne nous avez pas dit ce sur quoi vous vous êtes entendu. Donc, il faut plus de transparence et il faut aussi que on arrête à chaque fois de dire, bon, au Burkina, bon, il y a les coutumiers qui vont résoudre nos problèmes. Quand il y a un problème au niveau de l'État, on court se réfugier chez les Mogo. Ces chefs, on a l'impression en même temps que ça marche parce que ça fait partie de nos valeurs. C'est de l'hypocrisie qui ne dure pas. C'est de l'hypocrisie qui ne dure pas. Parce que ce problème, ce n'est pas les coutumiers qui vont le résoudre. Pourquoi? Parce que si effectivement la masse salariale du Burkina dépasse les prévisions, et que nous allons nous entendre, par exemple, nous commençons à donner, demain on va le payer. Ça, c'est des trucs concrets. On n'a pas besoin qu'on nous dise, sincèrement, qu'est-ce qu'un coutumier est capable de venir dire à un syndicaliste que le gouvernement ne peut pas faire cette proposition-là aux syndicalistes? D'accord. Alors, c'est votre point de vue. On va écouter alors Miki qu'on n'a pas entendu depuis le début de l'émission. Moi, je voudrais commencer par m'offusquer à la suite des autres sur le fait que on n'a pas rendu public le contenu de l'accord qui a été signé. Mais est-ce que ce n'est pas très tôt aussi? Justement, j'en viens. C'est peut-être très tôt. D'ailleurs, bon, on aurait pu également le donner à la presse parce que on se rappelle également que les journalistes ont souffert de ces négociations. Chaque fois, les journalistes accouraient au Premier ministère et on attendait jusqu'au bout de la nuit. Ensuite, ce sont des déclarations sans contenu qui étaient servies. Quelquefois, même pas de déclaration, mais pour une fois où il y a eu signature d'accord, je pense que l'élégance voudrait quand même que l'on donne le contenu de cet accord. Dans tous les cas, comme vous l'avez dit, c'est peut-être très tôt de le savoir, que ce soit le gouvernement ou que ce soit la coordination des syndicats, même s'ils ne parlent pas, dans quelques jours, on va voir le contenu de cet accord dans la presse, parce que c'est un peu ça aussi le rôle des journalistes, surtout ceux qui sont dans l'investigation. C'est pour dire que tôt ou tard, ça sera connu et on va pouvoir bien l'apprécier. Mais de toute façon, à mon avis, en tout cas, c'était bien de le dire au grand public, parce que quand ça chauffe, on prend l'opinion publique à témoin. C'est le terme qui est constamment utilisé par les syndicats. On prend l'opinion publique à témoin. Maintenant qu'une solution est trouvée, il faut également prendre l'opinion publique à témoin qu'une solution a été trouvée. Donc c'est un peu, ça manque un peu d'élégance, mais je sais que ça va se régler. Alors en ce qui concerne l'implication des coutumiers, vous en avez parlé. Justement, moi je suis un peu gêné également de voir que les coutumiers ont été associés à cette négociation et qui a commencé sans eux à un moment donné. Il faut noter aussi qu'en plus des coutumiers, il y a eu les religieux, il y a même eu les associations des parents d'élèves qui sont dans cette négociation. Alors, je pense que l'objectif ici, c'est de jouer sur le mental des syndicats. Et alors, ce qu'il faut dire également, c'est qu'on a connu d'autres négociations de par le passé, d'autres syndicats sont rentrés en mouvement. On n'a pas eu l'implication des coutumiers ou des religieux ou même des parents d'élèves ou quelque chose comme ça. C'était entre le gouvernement et le syndicat. Donc, ça ressemble un peu à du 2 poids 2 mesures en ce qui concerne ce mouvement des syndicats de l'éducation. Donc, on attend de voir le contenu de l'accord qui a été signé pour apprécier. Toujours est-il qu'il faut se réjouir également du fait que les syndicats eux-mêmes ont appelé les militants à la reprise du boulot à partir de demain lundi. Cela suppose qu'ils ont eu gain de cause parce qu'ils étaient dans une position très fixée où ils ne bougeaient pas. S'ils ont accepté de signer le protocole la nuit dernière, ça veut dire qu'ils ont eu gain de cause. Maintenant, s'ils ont eu gain de cause, il va falloir justement que les enseignants travaillent d'arrache-pied à sauver l'année parce qu'il faut également mériter ce qu'on vous donne. Et il y a beaucoup de défis à relever. Le premier, c'est de faire en sorte que le retard soit rattrapé parce qu'on parle aujourd'hui de 4 mois de négociations. Ça correspond pratiquement à 4 mois d'inactivité dans les lycées et collèges du Burkina. On a perdu tout un trimestre, les élèves ne sont pas évalués. Donc, il y a lieu de mettre les bouchées doubles, d'accepter le sacrifice pour que l'année soit sauvée. Parce qu'une chose est de sauver l'année, une autre chose c'est d'avoir une année de qualité. Parce qu'on parle très peu de l'année de qualité parce qu'on peut à la sauvette sauver une année comme ça sans se soucier du contenu des enseignements qui ont été donnés aux élèves. Je crois que ça, maintenant la balle se trouve dans le camp des enseignants. Il faut le faire, il faut faire ce sacrifice aussi pour montrer à l'opinion nationale que vous êtes patriote. Il faut également mettre de l'ordre dans la corporation parce que peut-être qu'on reviendra là-dessus, il y a un peu de désordre aussi. On peut lutter pour la satisfaction des enseignants, mais il faut également vérifier pour voir si tous les enseignants travaillent effectivement. Je retiens, et pour commencer, le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le système éducatif au Burkina, qui nous dit qu'il y a des pléthores d'enseignants dans certains lycées. Ça veut dire qu'il y a un peu des enseignants qui ne travaillent pas. Je m'arrête sur l'exemple du lycée Zenda, où on nous dit qu'il y a 215 enseignants, alors que le lycée n'en avait besoin que 110.
Donc ça veut dire qu'il y a un surplus de 105 enseignants au lycée Philippe Zenda Kabore à Ouagadougou qui vont bénéficier justement de cette largesse obtenue la nuit dernière. Donc c'est un peu aussi le rôle des syndicats, à mon avis, de faire en sorte que les choses aillent mieux à ce niveau. D'accord, oui, Woba. Par rapport à l'implication des coutumiers et des religieux, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes collègues, mes confrères. Pourquoi? On peut tous de façon unanime regretter que les institutions de la République ne soient pas à mesure de résoudre effectivement les crises auxquelles nous faisons face. C'est pourquoi d'ailleurs on entend cet argument des institutions inutiles. Sinon, au regard de la pléthore des institutions qui existent dans ce pays, on devait pouvoir s'asseoir, discuter dans le cadre républicain, comme on le dit là, et de pouvoir trouver les solutions aux problèmes qui se posent à nous. Malheureusement, justement, cette crise qui a duré plusieurs mois, on s'est rendu compte que les institutions étaient incapables de trouver la solution. Jusqu'au premier ministère, pendant combien de mois ils ont dû discuter sans trouver la solution? S'il y a des acteurs extérieurs qui ont pu s'impliquer dans la crise et trouver la solution, il faut s'en féliciter. Ce n'est pas eux qu'il faut condamner. Et si le problème, c'est l'autorité, c'est nos institutions qui ne sont pas capables de résoudre les crises auxquelles nous faisons face. Et ça a toujours fonctionné comme ça dans ce pays. Chaque fois qu'il y a crise, soit effectivement ces acteurs extérieurs, ce sont les anciens chefs d'État, ce sont les chefs coutumiers, ce sont les chefs religieux, qui s'impliquent pour résoudre les crises, soit on crée une commission de façon ponctuelle pour résoudre les problèmes. On a toujours fonctionné comme ça, en tout cas sous la 4e République que je connais. C'est dommage, il faut travailler à ce que effectivement les institutions qui ont à charge de réguler ces problèmes-là soient à mesure de les résoudre définitivement. Dans cette crise dont il est question, j'ai vu que le médiateur du FASO a reçu les acteurs de l'éducation. Pourquoi? Juste pour les entendre et puis les renvoyer. On constate que cette institution, ces derniers temps, fait beaucoup de la communication. Mais là, l'institution aurait pu s'impliquer à fond. Parce que si le médiateur du FASO estime que là, parce qu'il ne faut pas confondre, du moins comparer cette crise-là, du système éducatif là, aux autres grèves qu'on a connues. On avait dépassé, de mon point de vue, le stade de grève. Ce n'était pas qu'une histoire de grève, c'était véritablement une crise qui devenait une crise nationale. Donc, à cet allure-là, moi, je pense qu'il y a lieu, effectivement, d'impliquer des institutions beaucoup plus importantes ou alors des autorités qui ont peut-être une certaine légitimité, une certaine autorité pour pouvoir résoudre le problème. Et moi, je m'en félicite plutôt. D'accord, oui, une réaction? Alors, non, juste sur le plan de l'implication des autorités coutumières. Je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'ils puissent apporter. Pour moi, ce n'était pas pertinent de les inviter. Je ne pense pas qu'ils aient apporté grand-chose véritablement dans l'issue. On a l'exemple type de Thiers. La convocation était à 17h. Tout le monde était là, les autorités coutumières, religieuses et les parents d'élèves, le gouvernement, sauf les syndicats qui avaient leur propre réunion pour harmoniser les points de vue. Oui. Ils n'ont tenu en compte en rien de la présence de ces personnes-là pour arriver aux environs de 21h30. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une influence quelconque. Et puis le fait est clair. Je prends un exemple. Ouba, en quoi, dans le cadre de ta revendication salariale, le grand imam de Ouagadougou, le chef de FADA ou le parent d'élève dans le cadre de, ou un lecteur de ton journal peut t'influencer puisque tu revendiques... Absolument. Si vous dites que ça, ce n'est pas possible, je suis désolé, c'est bien possible. En quoi il peut être, puisque tu revendiques pour mieux travailler, des meilleures conditions de vie de travail. C'est-à-dire qu'un parent d'élève, il veut que tu éduques mieux son enfant. Comment tu peux mieux éduquer son enfant si tu n'es pas dans les meilleures conditions? Un religieux, il ne veut que ton bien. En soi, dans certaines sphères religieuses, il y a des dîmes et des quêtes à faire. Il faut bien avoir de l'argent en poche pour pouvoir le faire. Et en quoi il y a des spécificités religieuses ethniques qui n'admettent pas les autorités coutumières. Donc pour moi, il n'y a pas une grande influence de ces personnes-là sur la table de négociation. Et de deux, on diminue leur pouvoir lorsqu'on les invite à la table de négociation. Elle pourrait intervenir si elle intervenait hors table de négociation, c'est-à-dire comme un pneu de secours. Si tu roules avec ton pneu de secours en cas de crevaison, tu n'as plus de solution. Donc c'est de garder ces personnes-là en retrait. Lorsqu'on est bloqué fondamentalement, on essaie de les faire intervenir. Elles peuvent ne serait-ce que recevoir le syndicat à l'église ou je sais pas où à la mosquée de Ouagadougou, en discuter et essayer de, autant que faire se peut, les faire venir donc à de meilleurs sentiments,
où les parents d'élèves donc à les recevoir et essayer donc d'influencer les sentiments, mais c'est pas sur la table de négociation où on discute des points noir sur blanc, c'est des histoires qui vont jusqu'à la virgule près. Là, je ne vois pas en quoi la présence d'un coutumier ou d'un religieux je crois pour peut-être avoir attendu, comme Paul Miki l'a dit, de 16h, de 15h pratiquement à 20h avant-hier, hein, pour attendre l'issue des négociations. Les coutumiers, pour ce que je sais en tout cas, n'étaient pas sur la table. Ils ont attendu aussi dans une salle comme nous, mais ils n'étaient pas avec le gouvernement et les syndicats dans la salle. Oui, oui, je pense que c'est que Yassine dit, effectivement, ils sont venus pourquoi? Sinon, ils n'ont pas négocié les points de la plateforme. Donc, en fait, le respect voudrait que si le Premier ministre veut avoir des conseils des coutumiers, il va voir le Mogo Naba chez lui. Dans le secret ou dans ce qu'il veut, il va le voir pour prendre des conseils, pour venir dans le cadre des négociations avec. On n'a pas besoin d'envoyer tous ces gens-là. On a dit les religieux, c'est la communauté musulmane, c'est la communauté protestante, les catholiques, les coutumiers et les sans religion. Ils font partie du Burkina. Oui, mais les sans religion, ils n'ont pas été représentés. Donc moi, ils n'ont pas été représentés. Pour ces cas-là, ils n'ont pas été représentés. Donc je pense qu'on est en train d'aller dans des situations où c'est une fuite en avant. Et effectivement, c'était pour toucher peut-être le mental des gens. Qu'est-ce que ces coutumiers peuvent, ou bien ces religieux peuvent dire aux syndicats? C'est-à-dire, Mamni Sougouri, faites pardon et reprenez le travail. C'est tout. Mais tout le vocabulaire qu'ils peuvent faire. Mais ça peut se faire hors cadre des choses. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que Paul Miki Rwamba a dit par rapport à la qualité de l'enseignement. C'est très important aussi et je tiens à le dire parce que c'est vrai, les syndicats d'enseignants, ils ont eu, en tout cas pour ce qu'ils veulent, ou en tout cas une partie, c'est déjà pas mal, mais on refuse effectivement ces débats-là. Il y a plein d'enseignants qui ne travaillent pas. Il y a plein d'enseignants qui n'ont pas le niveau. La dictée qu'eux-mêmes ils administrent à leurs élèves, si vous leur appliquez cette même dictée, ils ne vont pas faire zéro faute. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous avez des enseignants aujourd'hui, juste après le BPC, et quel BPC d'ailleurs? Après combien de tentatives? On prend ces BPC, on va faire une formation privée, dans une ENEP privée. Et on sort, bon, c'est pour aller dormir en classe, ou bien en tout cas faire le minimum. Et les élèves aujourd'hui, nous voyons le niveau. Donc, si nous réclamons de meilleures conditions de vie, nous devons aussi être capables d'aller au-delà de ce que nous faisons. Et ça aussi, les syndicats ne veulent pas entendre ce couplet de la musique. Non, il faut le faire parce qu'aujourd'hui, le problème de l'administration burkinabé, les gens ne travaillent pas. Les gens ne travaillent pas, que ce soit l'enseignement, que ce soit dans les autres bureaux. Vous allez trouver les gens, ils vous disent même, c'est comme si vous êtes venus les déranger dans leur sieste. Donc si nous réclamons, si nous revendiquons chaque fois, et c'est ça que je voudrais savoir, quand je demande à voir le contenu du contrat, moi je veux savoir qu'est-ce que le gouvernement gagne en retour. Parce que c'est une négociation. Ouais. Donc je vous donne quelque chose. Dans un service, prenez le privé. Si aujourd'hui ceux qui travaillent trouvent que le travail qu'ils font, ils rapportent de l'argent et qu'ils méritent mieux, bon, on va dire, ok, voilà ce qu'on vous donne, ben, vous devez faire plus. Mais aujourd'hui, tous les syndicats qui réclament, on donne. Mais en retour, qu'est-ce qu'on vous dit? Si par exemple les douaniers réclament quelque chose, il faut qu'on vous dise, bon, on va vous donner ci, mais il faut que l'assiette, là, on soit à tel niveau. Il faut qu'on soit à tel niveau. Mais le gouvernement donne seulement. Il n'y a rien en retour. La qualité n'est pas là. Et les gens continuent dans la paresse et dans les salles de classe et dans les bureaux. Et ça, on ne peut pas avancer avec ça. On ne peut pas se développer tant qu'on sera paresseux, autant irresponsable dans la redevabilité de notre mission même que nous faisons au quotidien. D'accord. Wouba voudrait réagir. Oui, je suis au regret de ne pouvoir dire autre chose que de me répéter. Je dis encore qu'il est regrettable que nos institutions ne soient pas à mesure de résoudre la crise comme celle qu'on vient de connaître. Et je dis, au regard de la situation où on était, on ne peut pas se plaindre que des acteurs extérieurs s'impliquent dans cette crise-là. Ce n'est pas possible. On fait 3 mois ou 4 mois de négociations sans trouver de solution. Et des parents d'enfants qui sont assis à la maison se disent, écoutez, ce problème-là, c'est devenu notre problème à nous tous.
allons-y pour voir comment on va trouver la solution. Ils y vont et vous dire qu'ils n'avaient pas leur place là-bas. Ils y avaient leur place là-bas. Moi, Woba, si j'avais la possibilité d'intervenir et de proposer quelque chose et d'être écouté, je l'aurais fait. C'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire sur ce plateau. Donc, on ne peut pas se plaindre que des acteurs coutumiers, religieux, soient allés à la table de discussion. Les modalités de leur implication, c'est une chose, le principe en est une autre. Moi, j'ai dit pour le principe, au regard de l'incapacité de nos institutions à trouver les solutions à la crise, ils devaient s'y impliquer. Ils se sont impliqués. Dieu merci, on a trouvé la solution. Vous ne pouvez pas aussi dire que dans ce pays, les autorités coutumières ou religieuses ne peuvent pas peser sur quelque chose. Si vous le dites, je trouve que c'est... Non, tu n'as pas bien suivi. On n'a pas dit que leur implication est mauvaise. C'est le fait qu'ils se transportent là-bas pour participer aux négociations. Vous avez même dit que ça n'a rien apporté. Ça n'aurait rien apporté à la crise. Mais on ne peut pas l'affirmer. Bien sûr. On ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer. On fait autant de mois de négociations sans trouver de solution. Et peut-être une semaine, parce que vous savez quoi, quand la crise atteint un certain stade, il faut éviter le face-à-face. Et si on était uniquement dans un face-à-face, gouvernement, syndicat, à deux comme ça, ça ne passe pas. Chacun est sur ses positions. Lorsque vous impliquez un œil extérieur, on raisonne, on négocie en fonction justement de cet œil extérieur. On aurait pu convier tout le monde même à la place de la nation pour discuter du problème là qu'on aurait peut-être trouvé la solution. C'est le fait que les gens sont assis face à face dans des bureaux, ils discutent, chacun reste sur sa position. Mais quand on les met devant l'opinion publique, ça peut changer les choses. Donc le fait qu'il y ait eu des acteurs extérieurs, vous ne pouvez pas dire que quelque part ce n'est pas une bonne chose. Et je vous dis la preuve est que la crise avait tellement duré et que là, sans être un devin, personne ne peut dire ici quelle a été exactement la contribution de ces autorités coutumières et religieuses. Donc on ne peut pas dire que c'est zéro. Alors, chacun a pu... Si on n'avait pas signé donc le protocole hier soir, quel aurait été le recours qu'aurait eu le gouvernement? Il n'y aurait plus eu ce recours à ces acteurs-là. C'est ce que je te souligne. C'est-à-dire, lorsque tu utilises ce que tu as comme plan B, tu le passes, pour ne pas parler dans le cadre d'autres opérations de déstabilisation, tu le passes en plan A, tu n'as plus de recours. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, sur le plan de la pertinence, on ne peut pas nier dans l'histoire du Burkina l'implication de ces personnes et leur importance dans le dénouement des crises. Mais pour ce cas précis, comme tu le dis toi-même, rien ne nous dit que c'est leur implication qui a amené. Tout comme rien ne dit que leur implication n'a pas joué. Je suis fondé, je te dis, pour moi, il n'y a eu aucune influence puisque les syndicats ont tenu leurs réunions à part. Ils sont venus avec le document comme ils le voulaient et ils ont... Donc, pour moi, c'est parce qu'ils sont... Non, ce n'est pas possible. Dès lors qu'ils s'engagent à s'impliquer dans la crise, tous les acteurs tiennent compte de leur présence. Et je voudrais dire une dernière chose. Par rapport au timing de leur implication, on ne peut pas être ferme là-dessus. La crise a quand même duré 3 ou 4 mois. Est-ce qu'il aurait fallu attendre que la crise dure 6 mois, 1 an, pour qu'on fasse appel à la roue de secours? Je ne sais pas. On a dit qu'on était dans une situation critique où c'est maintenant qu'il faut sauver l'année scolaire ou pas. Donc vous dites qu'il faut attendre, que ce n'est pas le moment de faire appel à ces acteurs-là, parce que s'ils sont grillés, c'est fini. Mais si on attendait 6 mois pour les faire appel, leur contribution aurait appelé quoi? On aurait résolu peut-être la crise et on n'aurait pas sauvé la crise du système éducatif, on n'aurait pas sauvé l'année scolaire. Alors on a compris les différentes positions. Voilà, on a compris les différentes positions. On ne pourra pas donc... je suis foncièrement républicain et je pense que les institutions de la République doivent résoudre les problèmes. Mais ici, on était dans une situation d'impasse. Voilà, donc chacun a pu dire ce qu'il pense, en tout cas sur cette question. On va évoluer. Il y avait bien d'autres choses à dire sur cette crise de l'éducation, mais nous sommes pris par l'État. On va parler d'autres choses, peut-être notamment donc, les dernières, certaines décisions du Conseil des ministres du mercredi 24 janvier. Alors, ce Conseil des ministres a adopté le calendrier d'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Donc, c'est une actualité que vous avez suivie. Il est prévu la création donc, de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle et la Caisse d'assurance maladie des armées pour le premier trimestre donc, de l'année 2018 et les outils d'expérimentation et les procédures de prise en charge donc, seront mis en œuvre donc, dans le second trimestre donc, de l'année 2018. Alors, très rapidement, que pensez-vous donc de cette volonté en tout cas du gouvernement de mettre en place cet outil? Alors, on peut dire
de justice sociale et de prise en charge des maladies ou des malades au Burkina Faso de façon universelle. Paul Miki. Alors, je voudrais d'abord dire que c'est quelque chose qui était dans l'air du temps, parce que cette affaire d'assurance maladie universelle, on en parle depuis plusieurs années au Burkina. On n'a pas encore vu concrètement sa mise en œuvre. Donc, il était temps, à mon avis, que le gouvernement procède justement à la publication, en tout cas, du calendrier de sa mise en œuvre. Désormais, on a un chronogramme plus ou moins clair. On sait un peu où on va. Alors, pour entrer dans le fond, c'est quelque chose, à mon avis, qui est d'assez important, parce que nous sommes dans un système où on a trop d'inégalités sociales. Il y a des gens qui, malheureusement, perdent la vie faute de moyens, et il y en a d'autres qui sont vachement riches, entre guillemets, et qui pourraient venir en aide d'autres personnes en situation de maladie. Je crois que c'est une solidarité institutionnelle qu'il était important de mettre en œuvre. Et ça vient, à mon avis, même en complément de ce que le gouvernement avait déjà fait en matière de gratuité des soins, parce que la gratuité des soins décrétée depuis bientôt 2 ans maintenant. Pour les femmes enceintes, et les voilà, enfants ça s'applique à une couche particulière de la société, notamment les femmes enceintes, vous l'avez dit, et les enfants de moins de 5 ans. Maintenant, les autres, ils font comment lorsqu'ils n'ont pas les moyens pour se soigner. Donc, à mon avis, cette histoire d'assurance maladie vient justement régler en tout cas cette injustice. D'ailleurs, avant cela, on avait des mutuelles de santé qui ont fait leur preuve dans certaines corporations. Je crois que il était temps d'aller vers là. Aujourd'hui, avec ces décisions qui ont été prises en Conseil des ministres, on peut se réjouir que ce calendrier ait été publié et qu'effectivement ces 2 caisses vont être mises en œuvre pour qu'on attende de voir. Maintenant, le débat va se poser dans sa mise en œuvre. On est habitué au Burkina, lorsque quelque chose est nouveau, il y a tellement d'imperfections au début. On nous dira que la machine n'a pas pris, il y a pas mal de choses à régler. Les débuts sont généralement difficiles, donc il va falloir serrer la ceinture pour que nous allions vers cette assurance maladie sans créer d'autres conséquences néfastes. D'accord. Alors, Kambou. Oui, c'est une bonne nouvelle pour chacun et chacune des Burkinabés. Je pense que l'assurance maladie universelle, je pense que ça permet en tout cas aux gens de pouvoir quand même avoir quelques soins, quel que soit l'état de notre richesse. C'est une belle initiative. Maintenant, comme il y a la prise de décision et la mise en pratique de la décision, et aussi que, en tout cas, la réflexion soit approfondie pour que, comme il a dit, on ne soit pas là après 1 an ou 2 ans dire que la machine s'est grippée, que on ne peut pas avancer. Et je pense qu'il faut aller de l'avant, il faut avoir des mesures, pas pour 2 ans, pas pour 5 ans. Voilà, nous sommes un État, et un État, ça ne réfléchit pas dans 10 ans ou bien pour 10 ans seulement. Donc il faut qu'on arrive vraiment à se dire que nous sommes aujourd'hui, selon les statistiques, peut-être 19 millions de Burkinabés. Dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sera pas toujours 19 millions. Donc il faut que les prévisions aussi aillent dans ce sens-là, qu'on puisse savoir, dans 10 ans par exemple, on sera à tel nombre de Burkinabés. Donc il faut déjà plus parce que l'assurance maladie n'aura pas de sens si nous n'avons pas des hôpitaux de qualité, si nous n'avons pas le matériel de qualité. Donc ça n'a pas de sens. Vous avez des pharmacies aujourd'hui où vous arrivez, on vous dit tel médicament, il n'y en a pas. Donc, si même la gratuité des soins, c'est très bien, mais vous arrivez avec l'ordonnance, souvent on vous dit, tel produit, on n'a pas ça ici. Donc si le produit n'est pas là, vous avez beau dire aux gens que c'est gratuit, tant que ça n'existe pas, cette gratuité n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment encourager les uns et les autres, pas seulement encourager, il faut être rigoureux dans le suivi de l'application de cette assurance-là. Oui, il faut dire que tout n'est pas gratuit aussi. Je pense que dans le principe, c'est 20% de cotisation, en tout cas du coût de l'ordonnance qui sont prises en charge par le patient et 80% par l'État. Oui, Ouba. Comment vous analysez en tout cas cette volonté d'aller vers l'assurance maladie universelle? On dira que c'est une bonne chose. La question en elle-même, elle est politique et elle est aussi technique. Je crois que l'assurance maladie universelle,
ça mérite de regarder au fond la loi même qui a été adoptée pour comprendre exactement à quoi ça répond concrètement. Comme vous le disiez tout à l'heure, la prise en charge, elle n'est pas à 100%, mais il est prévu que pour quelqu'un qui veut effectivement être assuré à 100%, il y a cette possibilité d'une certaine quotité complémentaire qui vous permet d'être assuré à 100%. Dans tous les cas, je crois que la politique qui est déjà engagée par rapport à sa mise en œuvre, c'est une bonne chose. Et on va attendre de voir exactement comment est-ce qu'on met en œuvre de façon concrète cette politique d'assurance maladie universelle. Ce serait une bonne chose pour tous les Burkinabés. Et on dit le principe, c'est que c'est basé sur le principe de la solidarité nationale, de la non-discrimination, voilà. Et aussi, c'est sur le principe de la responsabilité de l'État, qui est de pouvoir effectivement assurer quand même des soins aux populations. Et quelque part, cela est intéressant dans le débat actuel où on est en train de discuter des salaires, de ceci et cela, parce qu'au Burkina, justement, quand vous n'avez pas une bonne situation salariale, et qu'en plus, à côté, vous avez ces problèmes sociaux, la question de l'éducation, la question de la santé, qui ne sont pas négociables. Quand vous avez ces charges-là à 100%, davantage, souvent même vous avez beau avoir un gros salaire, vous n'arrivez pas à y faire face. Donc si l'État déjà a ces mécanismes-là qui permettent d'alléger ces questions, ces charges qui sont incompressibles. Quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc si l'État déjà s'investit là-dessus, quelque part peut-être on va en gagner et peut-être ça peut apaiser d'une certaine manière aussi la fronde sociale. Oui. Alors il faut dire aussi que ça va se mettre en place de façon progressive. Peut-être que ça sera d'abord les fonctionnaires de l'État et du privé et ensuite ça va s'étendre donc au secteur informel et au monde rural. Alors oui. Non, je pense que déjà il faut souligner que en fait l'État se conforme à la loi, puisqu'il y a la loi donc du CNT qui donnait 2 ans pour mettre en œuvre ce régime d'assurance maladie universelle. Donc l'État évite d'être hors la loi en votant donc le calendrier, en adoptant le calendrier. Donc je pense que c'est déjà une bonne chose. L'assurance maladie universelle, personne ne peut cracher dessus parce que on connaît tout être humain donc est soit sujet à des problèmes de santé, soit donc sujet à être confronté à des problèmes de santé d'un de ses proches. Donc, je pense que ça peut, ça peut en tout cas apporter du bon au cœur de Burkinabé. Maintenant, on parle de la mise en œuvre. Il y a donc la caisse d'assurance maladie universelle déjà qui est nationale qui doit être mise en place avec celle des armées aussi. Avec cela, il y a certains défis qui restent à relever lorsque vous discutez en tout cas avec certains spécialistes de domaine. Il y a d'abord, premièrement, cet ancrage-là institutionnel de l'assurance maladie, puisque aujourd'hui vous avez des secrétariats techniques qui sont à cheval entre le ministère de la Santé et le ministère de la Fonction publique. Il va y avoir forcément à un moment donné des accrochages en termes d'habitage et des accrochages en termes de personnes. On connaît comment ça marche, donc l'enrôlement des dossiers dans ce genre de ministère. Donc il faut définir un ancrage et celui qui semble le mieux serait peut-être la présidence du FASO, un peu comme le profil du SP, donc du Comité national de lutte contre le sida, ou même du Premier ministre, pour permettre d'avoir une décision rapidement, lorsque, en tout cas, il y a des points d'achoppement, que l'autorité puisse prendre une décision rapide, plus qu'on soit en termes de conciliation à être envoyé en conseil des ministres qui va traîner. Ça, c'est le premier point. Le second aspect, il y a aussi que cette loi ne prend en compte que 25% jusqu'en 2020. Elle prend, comme l'avait expliqué au regret de Paul Mickey, dans un premier temps que le fonctionnaire de l'État est donc étendu à tous ceux qui sont cotisés donc, au niveau notamment de la CNSS et de la CARFO. Je pense qu'il y a un pan, le pan le plus important de la population burkinabé qui est pour l'instant hors de l'assurance maladie universelle. C'est les 80% donc de classe paysanne qui ne sont pas encore prises en compte. Il faut donc définir comment les prendre en compte, comment pouvoir avoir un principe de cotisation qui va les permettre d'intégrer, étant donné que cette frange contient les plus pauvres des Burkinabés. Donc, il va falloir, ils n'ont pas un revenu mensuel comme l'autre frange, donc ils n'ont pas un principe de cotisation assez simple sur lequel on peut greffer donc, le taux de prélèvement annuel. Il va falloir trouver le principe. Ce n'est pas évident à définir. Je pense que ça, c'est le gros du travail à faire parce qu'il faut intégrer
tous les Burkinabés de l'assurance maladie universelle. Et avec aussi la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, il y a de nouveaux problèmes qui vont surgir. Il a souligné dans le cadre de la gratuité des soins, c'est l'absence de certains médicaments. Donc il faut éviter aussi, il faut l'État soit au cœur de la distribution, notamment des médicaments, que ce soit au niveau de la CAMEC, que ce soit sur le terrain, pour permettre d'éviter, un, la flambée des prix, et deux, donc la rupture des stocks. Donc je pense qu'il y a plusieurs processus qui restent à mettre en œuvre. Ils sont donnés jusqu'à 2020 pour atteindre déjà 25%. Beaucoup de choses restent à faire. Je pense qu'il faut observer comment tout cela va être conduit. On espère bien sûr pour la santé de tous les Burkinabés qu'elle va pouvoir être menée à bien cette mission. D'accord. Alors, oui, Paul Miki, très rapidement. Très rapidement, je voudrais dire qu'au Burkina Faso, si vous posez la question au Burkinabé lambda, comme Hyacinthe l'a dit, le monde paysan qui est pour l'instant mis à l'écart par rapport à cela, on vous dira que les difficultés en matière de santé, c'est d'abord l'accès aux soins de qualité. Donc, tout le problème part de là. En milieu rural, vous avez encore des populations qui ont de longues distances à parcourir pour atteindre une formation sanitaire. Ça, c'est un gros défi qu'il faut relever dans tout cela. Parce qu'on parle aujourd'hui d'assurance santé universelle, assurance maladie universelle et tout. Mais il faut penser à ça. Parce que vous l'avez rappelé, d'ailleurs, la première phase va concerner les fonctionnaires, c'est bien, mais c'est seulement 1% des travailleurs du Burkina, il faut le dire. Ensuite, on va peut-être prendre les autres salariés. Et les 80%, comme Hyacinthe l'a dit, du monde paysan va rester et peut-être à marge. En attendant que l'on réfléchisse sur un mécanisme pour les prendre en compte, il faut travailler, continuer à poursuivre la politique qui consiste à rapprocher le système de santé au Burkinabé lambda, parce qu'en milieu rural, on ne parlera pas de questions d'assurance santé, assurance maladie universelle comme priorité. En matière de priorité, on vous dira, on veut des soins de qualité, on veut avoir accès aux soins de qualité. Quelquefois, on peut avoir son argent, mais on est obligé de faire de longues distances pour avoir des soins de qualité en milieu rural. Donc le défi se trouve, en tout cas à ce niveau. Il va falloir qu'en mettant en œuvre cette politique d'assurance maladie universelle, il faut poursuivre aussi la politique nationale qui consiste à agrandir l'offre de santé de qualité à tous les Burkinabés. D'accord. Alors, on va parler de cette autre décision du Conseil des ministres, c'est l'adoption très rapidement du décret qui permet donc l'application de la loi sur le statut du personnel du cadre paramilitaire à des douanes, conformément donc à certaines dispositions qui avaient été donc prises. Je pense que c'était sous les CNT également. Alors, très rapidement, un mot donc sur l'adoption de ces décrets, puisqu'on a vu également que les syndicats, en tout cas des douanes, étaient également donc en mouvement, même si ça n'a pas été aussi visible que voilà, pour les enseignants ou bien d'autres corps. Oui, Ouba. C'est des régularisations, un peu comme Hyacinthe disait par rapport à l'assurance maladie. Donc c'est des lois qui ont déjà été adoptées et qui attendent d'être mises en œuvre. Donc si l'État est dans cette dynamique, on ne peut que le féliciter le gouvernement. Maintenant, peut-être la réflexion parallèle que je peux faire par rapport à ça, c'est justement ce qui est annoncé. La révision générale du système de rémunération donc, des agents de l'État. Et à côté, on continue de signer sans doute des accords. On continue de prendre des décrets d'application, voilà, des lois. Ça donne l'impression que le cas à la rémunération. Absolument. Donc c'est pour dire, apparemment, dans les idées, on ne sait pas encore trop. Il faut vraiment manager avec beaucoup de prudence. Donc, les dossiers qui sont déjà sur la table, on est obligé d'une certaine manière de les évacuer. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Donc, en attendant l'ouverture des discussions, si véritablement on y va à ce dialogue-là, en février, je crois, et voir combien de temps d'ailleurs ce dialogue-là va prendre, parce que il ne s'agit pas d'aller discuter aujourd'hui et demain, et puis on a conclu un nouveau système de rémunération, et puis le lendemain, ça commence à mettre en œuvre. Il risque d'avoir encore des délais, voilà, des échéances avant de faire entrer en vigueur tout ça. Donc, quelque part, c'est normal, toutes ces régularisations que le gouvernement est en train de faire. Oui, et justement, en parlant de en tout cas, cette volonté de refonte du système de rémunération au Burkina Faso, et c'est avec tout ce qu'on a vu comme satisfaction des plateformes, alors des différents syndicats, alors on ne vide pas du coup donc ce grand rendez-vous de son contenu. Qu'est-ce qu'on va finalement faire
donc en février pour... Non, je pense qu'il n'y a plus de rendez-vous possible en février. Tout est déjà... les enseignants ont eu pour eux. On vient de régulariser pour aussi la douane. Bon, je ne sais pas qui reste en tout cas. Il y a quelques-uns qui restent, mais je pense pas qu'on va remettre fondamentalement en cause ce qui est déjà acquis. Et je pense que le principe même du syndicat, c'est on ne remet pas en cause ce qui est acquis. Donc, peut-être que l'autorité avait annoncé février, espérant que peut-être les enseignants allaient accepter de reprendre les cours en attendant février parce que l'autorité a promis. Mais compte tenu du fait qu'il y a une crise de confiance entre les citoyens et l'autorité, donc on n'a pas pu attendre. Et bon, l'autorité a été obligée d'accorder. Donc, pour moi, sincèrement, février, en tout cas pas un grand mouvement qui puisse vraiment remettre... mais moi, je voudrais dire par rapport aux douanes, que je le redis encore, c'est aussi, quand on dépense, chacun de nous, quand tu dépenses, tu réfléchis en même temps à comment faire rentrer. Voilà. Mais je doute fort sur la qualité de l'État à réfléchir à faire rentrer aussi de l'argent. Parce que, non, c'est la vérité. Parce que nous, à chaque fois, c'est des dépenses, mais la capacité de faire rentrer de l'argent pose problème. La douane aujourd'hui, il faut encore augmenter les capacités des choses. Il y a plein de choses qui rentrent dans le pays. On ne sait pas comment ça rentre. Donc, si aujourd'hui, on n'exige pas aussi en donnant que l'autre, c'est même votre enfant à la maison, quand vous donnez un cadeau, vous dites qu'il faut bien travailler à l'école. Si tu travailles, je vais te donner ci et ça. Donc, si l'enfant ne travaille pas, je ne pense pas qu'un père conscient va continuer à bombarder son enfant de cadeaux. Donc, il faut que l'État aussi soit rigoureux dans, aussi, quand vous donnez, que vous puissiez demander à ce que les gens aussi, en retour, puissent travailler sereinement. Et nous allons appliquer l'assurance maladie. C'est des coûts énormes. Alors, comment on fait en sorte aussi d'engranger davantage de moyens pour que la machine demain ne tombe pas en panne sèche. Voilà. Donc, moi, sincèrement, c'est aussi ce côté. C'est vrai, on est tous, on souhaite que toutes les conditions soient revues. Même nous qui ne travaillons pas dans les services publics, on souhaite que nos conditions aussi soient revues et qu'on puisse mieux vivre. Mais en même temps, je dis, nous devons chacun, en ce qui le concerne, être conscient que c'est après le travail que nous devons mériter les salaires. Et si vous prenez votre salaire pour continuer directement dans les bars et maquis, ou bien voilà, vous ne faites absolument rien, mais vous ne manquez jamais le rendez-vous. Il y a des fonctionnaires qui sont toujours en retard dans leur service, mais qui ne sont jamais en retard à la banque. Ça aussi, ce n'est pas normal. D'accord. Alors, oui, Paul Miki, très rapidement. Je voudrais dire, comme Ouba l'a dit, c'est simplement une régularisation d'un texte qui avait été adopté sous la transition. D'ailleurs, les douaniers étaient en retard. Voyez-vous, les autres corps paramilitaires par rapport à cette même loi avaient eu gain de cause. Il y en a qui l'ont fait avec beaucoup de bruit, à l'image des GSP qui ont obtenu gain de cause. Les douaniers, bon, ont peut-être patienté, mais c'était également dû au fait qu'ils étaient, le comité technique était à pied d'eux pour l'élaboration des décrets d'application. Ça a été finalisé et le décret est passé en Conseil des ministres. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais comme Kambou l'a dit, il faudrait effectivement en retour que l'assiette fiscale soit, en tout cas, les recettes soient augmentées, parce qu'il est attendu également des douaniers qui constituent, la douane qui constitue une régie des recettes, beaucoup plus de contributions pour financer le PNDS, c'est écrit noir sur blanc. Et je crois que les douaniers également, dans leur cours de déontologie, ont cet engagement qu'il faudrait mettre en œuvre, en même temps lutter contre ceux qui sont indélicats dans leur corporation. C'est un peu ça aussi l'engagement qu'il faut avoir. Donc, il n'y a pas beaucoup de bruit à faire autour de ça. On a vu le syndicat des douanes qui avait été reçu quasiment en catimini au niveau du Premier ministère. Il n'y a pas eu beaucoup de bruit, en tout cas. Et maintenant, le texte est passé en Conseil des ministres. Et puis bon, c'est ça, c'est une régularisation. Et ils étaient les derniers d'ailleurs, parce que les GSP, les forestiers, etc. ont eu quelque chose avant eux. D'accord, oui. Hyacinthe, un mot sur cette régularisation, comme les autres l'ont dit. Oui, c'est le terme qui s'y est. Voilà, ils sont les derniers, ils ont eu une partie de gain de cause. Je pense qu'il faut saluer en tout cas cette mise en œuvre. Maintenant, cela va de soi pour moi que lorsqu'on offre des meilleures conditions de vie et de travail, il va que ce soit qu'on atteint un meilleur rendement et un respect strict des règles
donc d'éthique et de déontologie. Et donc il y a des textes qui sont en préparation selon certaines sources, notamment en termes de règlement de déontologie, de code de déontologie, de règlement de discipline générale et même d'organes de la direction générale de douane. Autant de textes qu'il faut rapidement mettre en œuvre. Je pense que ça va permettre pour tout ce qui est reproché à la douane, en tout cas en termes de fonctionnement, de résoudre ces problèmes et de permettre d'avoir un rendement efficient. On a tellement de chantiers, que ce soit tout ce que pratiquement les sujets abordés avant ce sujet donc peuvent être résolus si on a donc un bon rendement de la douane. Ok, d'accord. On va parler de toute autre chose, hein. Alors nous ne sommes pas des journalistes sportifs, mais pour une fois en passant, on va parler donc du CHAN. Alors vous avez suivi les étalons locaux. Alors pour la deuxième participation au CHAN, donc ont été éliminés dès le premier tour. Vous avez peut-être vu les 3 matchs donc de nos locaux. Alors quelle appréciation vous faites donc de la prestation des étalons locaux? La question, c'est quelle appréciation nous faisons même de notre championnat national. Moi, j'ai vu, effectivement, c'est vrai qu'on n'est pas journaliste sportif, mais on est sportif en supportant, ainsi de suite. Donc, je pense que les gens ont tiré à boulet rouge sur l'entraîneur, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut quand même se remettre nous-mêmes en cause par rapport à notre championnat que nous avons. Ce n'est que la reproduction de ce que nous sommes, que nous avons fait de l'autre côté. Donc, vous pouvez avoir même Mourinho pour entraîner ces joueurs-là. En réalité, ce n'est pas un entraîneur, c'est un sélectionneur. Donc, vous pouvez avoir même Mourinho, si le gars devant le but est incapable de marquer devant les poteaux vides là, vous ne pouvez rien. Donc, je pense qu'il faut que nous puissions revoir même la politique sportive que nous avons. On a suivi récemment un documentaire sur la Chine, par exemple, qui projette peut-être en 2030 ou en 2050, nous voulons remporter la Coupe du Monde. Et ils sont en train de travailler dans ce sens. Chez nous, on est en train de fermer les écoles de football. Et puis quand on arrive à une compétition, on veut que par magie, on remporte la coupe et puis on vient. Non, ce n'est pas magique comme ça. Il faut travailler, c'est au bout du travail que les résultats viennent. Bon, mais quand vous avez un championnat où vous avez souvent 2 supporters ou 10 supporters qui sont là juste pour crier et le ballon va par-ci, par-là, on ne parle pas de ça. Vous voyez le Soudan, par exemple, qui a joué hier. Le Soudan, pour la Coupe d'Afrique des Nations, on ne voit pas très fréquemment le Soudan. Mais dans le championnat, ils sont bien. Bon, ils vont loin. Quand chaque fois on s'engage pour les autres coupes au niveau africain, on ne va pas loin. C'est toujours le premier tour, on nous élimine et puis on revient à la maison. Donc nous devons être capables de nous remettre fondamentalement en cause et définir une politique de longue durée. Une politique sportive qui puisse faire en sorte que nous, aujourd'hui, on puisse dire que ceux d'aujourd'hui-là, ils ne vont pas remporter, on est d'accord, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, voilà ce que nous voulons pour... D'accord, on a bien compris votre position. On va voir si elle est partagée par les autres, parce que ce qui est reproché à l'entraîneur aussi, c'est que selon, en tout cas, certaines sources, il a sélectionné des joueurs qui n'étaient pas titulaires, en tout cas, dans leur club. Vous savez, tout le monde est entraîneur, hein, quand on n'est pas sur et qui ne joue pas au championnat. Oui. On a dit que les meilleurs joueurs sont restés sur le banc. Bon, je n'en sais rien, mais à la maison. Ils n'ont même pas été sélectionnés. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, à mon avis, en tout cas, il y a eu beaucoup de tapage médiatique autour de la participation du Burkina Faso à ce championnat d'Afrique des Nations. C'est vrai que c'est la 2e fois que le Burkina participe. On en a tellement parlé qu'on attendait beaucoup des étalons. Maintenant, avec cette prestation et à écouter les commentaires de l'entraîneur saboteur, on se rend compte qu'on ne partait pas pour véritablement remporter une coupe. On partait simplement pour encore un entraînement au Maroc, parce que quand j'écoute bien Saboteur, j'ai l'impression que l'objectif, ce n'était pas de remporter la coupe, parce que pour lui, le plus important, c'est de participer. Et après cette participation, on revient à la maison pour travailler. Pour moi, il fallait travailler à la maison avant d'aller au Maroc, mais j'ai l'impression que c'est le contraire. Quand j'écoute donc les propos de l'entraîneur après cette défaite des étalons locaux au niveau de ce championnat. Donc c'est un peu une déception pour les Burkinabés qui manquent très souvent de vision
Parce qu'à chaque fois quand on va à une compétition, on n'a pas d'objectif que l'on se donne. Est-ce qu'il faut franchir la première étape? Est-ce qu'il faut viser la coupe? Est-ce qu'il faut arriver au quart de finale, etc. On n'avait pas ça. Donc après, on s'étonne de voir que le pays est éliminé, que l'on revient à la maison. On a fait nos bagages, on est revenu. Comme Saboteur l'a dit, peut-être qu'il faut commencer maintenant à travailler. Donc moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un travail qui s'est fait en l'envers. Je croyais que le travail était déjà fait ici avant d'aller au Maroc. D'accord, oui. Hyacinthe. Pour moi, la seule conséquence de ce charme, c'est qu'on puisse limoger l'entraîneur. Parce qu'il faut être conséquent. Je pense que lorsque vous laissez certains meilleurs au pays et certains sur le bas, c'est, comme l'a dit Kouniouro, son rôle c'est sélectionneur. Lorsque le casting n'est pas bon, c'est que vous êtes passé à côté. Et lorsque ça ne marche pas, on change c'est bien sûr l'équipe qui ne gagne pas, on la change. Bien, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Je pense qu'on est habitué maintenant à revenir toutes les compétitions, on tire les leçons. Et la première des choses à faire, pour moi, c'est de changer d'entraîneur. L'entraîneur dit qu'il assume la défaite. Le débat sur les... Pardon? L'entraîneur dit qu'il assume. Non, je pense que ma préoccupation n'est pas l'entraîneur qui décide son sort. Ce sont les autorités sportives, notamment la Fédération burkinabé de football, qui doivent statuer dessus. Bien sûr, à elle maintenant de trouver la meilleure formule pour se séparer de ce... Parce que là, on connaît son talent, on connaît son histoire, mais il y a certains, pour moi, à un moment donné, certains choix qui sont faits. Même les plus grands entraîneurs, on le voit dans les clubs, parce qu'arrivé à un certain moment donné, ils font de mauvais choix. Ouba ne dira pas le contraire aujourd'hui avec les défaites enchaînées de Real Madrid. Ça commence à venir. Comme le plus grand entraîneur, il fait de mauvais. Et beaucoup réclament donc son départ. Lorsque l'entraîneur est bloqué, lorsque l'entraîneur ses choix, ses tactiques, lorsque vous avez un attaquant comme Romy Boni qu'on a vu lourd du premier match, qui est titularisé, premier match, deuxième match et qui ne marque aucun but, vous avez un garçon comme Mohamed Silla qui est étincelant, qui est annoncé par tous ceux qui sont observateurs du football comme celui-là qui pouvait porter l'équipe, qui reste sur le banc et qui, lorsqu'il monte 2 matchs après, est le seul qui nous a apporté un but. Je pense qu'il y a des choix, en tout cas, des mauvais choix qui ont été faits par l'entraîneur, et ça, qu'il l'assume. Lui, il l'assume personnellement, et la fédération aussi doit s'assumer. Ma position sur cette... je ne pense pas qu'il soit étonnant qu'on soit revenu toi. Oui, le dernier mot, en tout cas, sur ce sujet. Que j'ai entendu par rapport à ça, Kambo a fait un développement sur notre politique sportive. C'est une bonne chose, il faut y réfléchir. Mais là, on est sur le factuel. On est devant un cas concret et il y a des responsabilités. Voilà. Le premier responsable ici, justement, c'est l'entraîneur. Parce que le coaching commence par la sélection. L'entraîneur qui n'a pas été tendre aussi. Exactement. Avec les journalistes. Oui, et on le connaît pour ça. Je pense que les gens ne sont pas étonnés que lui-même dit qu'il est satisfait de ses résultats, mais les Burkinabés ne sont pas satisfaits. Voilà. Il y a des responsabilités. Il y a la responsabilité de l'entraîneur, mais il y a même la responsabilité de la fédération. Personnellement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on allait rappeler Saboteur. Ça ne date pas de maintenant, mais moi, dès qu'on l'a appelé, je me suis demandé, mais c'est pour faire quoi? Parce que moi, j'aime ce Saboteur-là, j'aime ce monsieur, et je trouve qu'il mérite mieux qu'aujourd'hui de le mettre encore sur un banc pour être en train de coacher ses petits-fils. Il aurait pu être quelque part où on peut mieux l'exploiter comme conseiller. Oui, il a le potentiel pour ça. Il ne peut pas être en train de coacher justement ses petits-fils, et ça ne passe pas. Et ceux qui sont responsables en troisième position, c'est les joueurs. Parce qu'effectivement, vous aussi, même si vous êtes caillou, on a quand même un championnat national, une dizaine d'équipes, de clubs qui ont quand même un minimum de potentiel. On vous sélectionne, on vous envoie là-bas, c'est avant tout la patrie. Et il y a des pays qui sont arrivés là-bas qui n'ont même pas de championnat, qui ne jouent pas. Il y a des pays qu'on vient de découvrir, qui ont montré des merveilles. Il a parlé du Soudan qui a enlevé la Zambie. Je pense que beaucoup de gens n'avaient pas pronostiqué sur le Soudan. Il y a le petit Congo qui a enlevé la RDC depuis même les qualifications, alors que cette RDC-là était détentrice donc de la Coupe. Il y a Namibie même qu'on a vu, qui est sorti, mais véritablement qui a montré. Donc, c'est-à-dire, en tant que joueur, quand on vous prend, c'est un défi national que d'être sur le terrain, de porter le drapeau national et de pouvoir briller et faire briller toute la nation. D'accord. Alors, je ne crois pas. Alors, on a 2 minutes, hein, donc ça veut dire que chacun peut-être à 30 secondes pour parler donc
de celui-là, en tout cas, qui a pu, en tout cas, passer du meilleur joueur africain aujourd'hui à président du Faso, la légende... Non, pas du Faso. Pardon, oui. Président de la République de Libéria, voilà, George Weah, donc, qui a été investi en début de semaine, lundi notamment. Alors, est-ce que vous pensez donc qu'il pourra aussi réussir son mandat qu'il a réussi, donc, sa carrière sportive en 30 secondes? Alors, passer de meilleur footballeur à meilleur président, c'est pas évident. Mais toujours est-il qu'il faut saluer cette victoire de George Weah au Libéria parce qu'il a cherché démocratiquement à travers des élections successives. Maintenant qu'il a élu président, peut-être qu'il appartient à lui de montrer qu'il n'est pas simplement un trophée, une coqueluche, c'est-à-dire c'est une star. Il faut qu'il montre également qu'il est un président rassembleur. Le premier défi pour moi, c'est de rassembler le Libéria parce que lorsqu'on sort d'une élection de cette nature, après une alternance, le premier défi, c'est de rassembler les uns et les autres parce que le pays peut être politiquement divisé. On a d'ailleurs vu ce qui est arrivé avec la dame qui le remplace, qui a été éjectée de son propre parti, Ellen Johnson, qui a été éjectée de son propre parti. Donc ça suppose qu'il y a en tout cas des choses à faire pour rassembler le Libéria. Et pour le reste, je ne doute pas des capacités du footballeur à faire, en tout cas à se faire passer, en tout cas faire montre d'être un bon président également, président de la République, parce que tout se joue également sur le terrain. Comme on a l'habitude de le dire, c'est au pied des murs que l'on connaît le bon maçon. Donc on va souhaiter bon vent à George Weah et on attend les résultats concrets. D'accord, oui, Kambou. Oui, il peut d'abord réussir son mandat, mais il faut qu'il ait aussi des citoyens responsables et décider à aller vers donc, le développement pour l'accompagner. Sinon, si dès qu'il est élu aujourd'hui, il a été investi et que 2 mois plus tard, une rébellion éclate, bon, ça force les données. Donc, c'est ensemble que les Libériens doivent décider de leur sort. C'est dire que nous voulons maintenant, nous avons assez fait la guerre, il est temps pour nous d'aller vers la réconciliation, pour la construction et pour le développement de notre pays. Il n'y a pas de bon président a priori. Voilà, donc c'est ensemble que nous devons travailler en sorte que ce pays puisse se porter mieux et puisse travailler davantage à aller de l'avant. D'accord, oui, Ouba, très rapidement. Le Libéria même est un pays miracle, assez particulier, typique. Ce pays aussi vient de loin au regard un peu de son histoire et des crises qu'il a connues. Et George Weah, lui-même, on a l'impression qu'il a quand même une étoile. Comme vous le dites, il a eu une carrière footballistique qui n'est pas donnée à tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, il est quand même le seul ballon d'or africain. Oui, au niveau mondial. Voilà. Donc cela est important. Mais on va retenir quand même que, je crois que c'est l'observateur qui a titré ainsi, il est aujourd'hui sur un terrain glissant. Ce n'est pas le même gazon qu'il a connu parce que la politique, il n'y a pas de sentiment. Il va devoir faire avec. On lui souhaite tout simplement beaucoup de chance. Oui, pour terminer... Bon, je pense que la phase de sélection est passée maintenant. C'est maintenant que le match commence pour George Weah. Il a promis tellement de belles choses aux Libériens, la lutte contre la corruption, l'école gratuite, des infrastructures de santé. Les uns et les autres l'ont dit, il y a un contexte, un pays qui sort donc d'une guerre civile de près de 14 ans, qui a connu Ebola, donc qui a été fragilisé par Ebola en 2014, qui a donc des ressources naturelles dans son sous-sol, en tout cas, qui ne sont pas exploitées de façon optimale, donc il y a beaucoup de chantiers, il y a des pièges à éviter. Il faut donc attendre de l'observer sur le terrain. Donc, je ne sais pas si maintenant il est devenu sélectionneur, mais en tout cas, sa première chose à faire, c'est de fonder son équipe. Et c'est déjà sur l'équipe avec laquelle qui va travailler qu'on va juger donc sur le mandat à venir de George Weah. En tout cas, merci à tous pour vos analyses et pour votre participation à cette émission qui s'achève. Merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Boukari Oba de Mutation, Yacine Sanou de Omega FM. Ils ont coupé.